Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Période 1. 1979 à 2000, je vis mon rêve éveillé. J'ai toujours été sensible à la nature. Une armada de petits cumulus cotonneux sur le bleu du ciel, une allée de prunus en fleurs, le plastron impeccable d'une mésange charbonnière, les stridulations des grillons, l'odeur de la terre humide dégagée par les premières gouttes d'une averse sont quelques exemples de ce qui a toujours attiré mon attention. Aujourd'hui encore, parcourant en touriste les rues d'une capitale, le moindre pépiment d'un moineau me fait tourner la tête plus sûrement que le hurlement d'une sirène de pompiers. C'est un réflexe. Je n'y peux rien. Un de mes anciens professeurs de sciences naturelles du collège, qui se souvenait de l'intérêt que je portais à sa matière, me racontait son désarroi d'avoir si rarement réussi à intéresser ses élèves et même ses enfants et petits-enfants à la nature. En tant qu'enseignant, comme en qualité de père ou de grand-père, une conclusion s'imposait. Difficile d'expliquer l'attrait pour la vie sauvage des animaux ou des plantes. Mon père a certainement eu plus de chance, qui a transmis à ses enfants son amour de la montagne. Jeune homme, il avait construit avec des copains un chalet en plein cœur de la vallée d'Ossau, avant que le secteur ne soit intégré au parc national des Pyrénées. Tout gosse, j'ai donc passé de longs moments dans ce camp de base d'où je pouvais à la jumelle observer les isards. Mais si la tête cornue de cette espèce de chamois sert de logo pour borner les limites de l'espace protégé, c'est pour l'ours qu'il fut créé. Les vallées d'Aspe et d'Ossau sont en effet à l'époque les dernières où survit le mythique animal. Certes, je n'ai enfant, jamais vu l'ours et je n'avais pas accompagné mes parents lorsqu'ils avaient trouvé ces impressionnantes empreintes dans la neige, mais la bête était là quelque part dans les sombres forêts surplombant le chalet. Outre les aventures familiales, un livre, Seigneur des Pyrénées, l'ours du photographe François Merlet a beaucoup contribué à développer mon intérêt pour l'animal. Le titre, On ne peut plus flatteur pour mon animal fétiche, annonce bien le panégyrique dressé par l'auteur au travers du récit flamboyant de sa quête du plantigrade qu'il cherche à photographier en vallée d'Aspe à la fin des années 60. Il livre aussi sa vision nostalgique et désespérée d'un animal en voie de disparition en raison de l'inadéquation entre la nature particulièrement soupçonneuse des ours qui vivent farouches, au cœur de forêts profondes, paisibles et d'accès malaisé d'où ils ne s'évadent que pressés par la faim ou le danger, et à l'apostrophe évolution, braconnage, percement de pistes, afflux de touristes, exploitation forestière, qui apportent un trouble croissant au cœur des sites où les derniers fauves s'étaient précisément retranchés. Avec leur aura de reliques et leur statut de grands prédateurs, les ours ont donc rapidement enflammé mon imaginaire. Dès ma 10e année, j'entame une revue de presse en découpant dans le journal local un article relatant la présence de 4 ours juste au-dessus du chalet. La même année, en plein hiver, j'assiste aussi à une petite conférence organisée un mercredi après-midi pluvieux. Jean-Jacques Camara, qui commence à étudier l'ours en Béarn, avant de devenir bientôt la référence nationale en la matière, raconte, photo à l'appui, sa première rencontre avec l'animal en vallée d'Aspe. En sortant de la salle, le temps qui se lève dégage les premiers reliefs des Pyrénées. Sous le ciel gris, le piémont couvert de neige semble à portée de main. On devine même les arbres qui courbent leurs branches sous l'épaisse couche de poudreuse. Ce décor familier s'est pourtant métamorphosé sous les récits de l'après-midi en une montagne sauvage et mystérieuse, une terra incognita, à l'appel de laquelle je ne résisterai pas. Je troque aussi à cette occasion une pièce de 5 francs contre un autocollant, bientôt collé sur mon cartable d'écolier, représentant un ours et un berger au-dessus desquels est écrit « Pour que l'ours et le berger puissent vivre chez eux ». Ce slogan est celui du Fonds d'intervention éco-pastorale, nouvellement créé à l'initiative de naturalistes pyrénéens pour tenter d'enrayer le déclin de l'espèce qui ne compte plus qu'une vingtaine d'individus. Figure de proue de l'association, le biologiste Claude Dandalech, professeur à la faculté de Pau, donne lui aussi 2 ans après une conférence sur l'animal au cœur de la vallée d'Ossau. Cette fois-ci, c'est un livre, sobrement intitulé Pyrénées l'ours que je récupère. Plus scientifique que l'ouvrage de Merlet, il reprend malgré tout le même credo. L'ours brun pyrénéen, de par sa cohabitation et sa concurrence avec l'homme, est un animal relique, difficilement approchable. Sa merveilleuse adaptation au milieu lui permet, malgré l'agression quasi croissante de l'activité humaine, de survivre dans quelques bastions encore inviolés,
Et cela pour combien de temps? Certains endroits des Pyrénées, se révélant être des lieux de prédilection de l'ours, sont tous très éloignés de toute activité humaine. La faible superficie de ces zones ne permet pas à l'ours de se fixer plus de 2 à 3 jours. Elles sont caractérisées par des forêts escarpées, situées au moins à 3 ou 4 heures de marche des habitations permanentes les plus proches. Vestiges des temps anciens, les ours auréolent donc aussi de ce rôle de garant d'un monde immémorial. Partir à leur recherche est tout à la fois une aventure épique au cœur des forêts les plus sauvages et un voyage dans le temps, celui des Pyrénées d'antan, d'avant les routes, les pistes forestières et les stations de ski. Ainsi commence donc mon histoire d'ours. Par des récits, des témoignages, des livres, autant d'ombres portées de l'animal à l'image de celles projetées dans l'allégorie de la caverne de Platon. En somme, mon premier ours est en quelque sorte un ours des cavernes. Il me faudra attendre encore longtemps avant d'entrer en contact, même indirectement, avec la bête de chair et d'os. Sa rareté en Béarn et le fait que nos balades familiales n'ont pas pour cadre le cœur de son domaine, rendent bien mince tout espoir de le voir ou d'en trouver la trace. À la fin du mois d'août 89, à l'occasion d'une balade organisée entre copains du lycée, j'ai enfin l'opportunité d'effectuer ma première randonnée dans un vallon précisément fréquenté par l'animal. Pourtant, je n'évoque pas l'ours lorsque je propose le lieu de notre sortie. Le sujet me paraît trop intime pour intéresser d'autres personnes, et j'aurais paru bien ridicule de vouloir atteindre un objectif aussi ambitieux alors que je ne savais même pas où chercher. Les fameux lieux de prédilection de l'ours, dont parle C. Dandaletsch, sont jalousement gardés secrets. Par recoupement cependant, j'ai réussi, du moins je l'espère, à mettre un nom sur un vallon photographié dans son livre, et que j'ai identifié sur la carte IGN grâce au dessin des lisières et aux méandres du ruisseau qui coule en son milieu. C'est là que nous allons. Je me retrouve ainsi, au matin d'une belle journée au départ de ma première aventure en quête de l'ours pyrénéen. La conscience d'être ce jour-là au pays du mythe, me fait monter plus fébrilement que d'habitude dans la grande forêt que traverse le large et vieux sentier sur plus de 1000 mètres de dénivelé. À l'heure de la pause qui est aussi celle des discussions, gardant pour moi mes pensées secrètes, je fais seulement remarquer le caractère sauvage de l'endroit. Personne n'a le temps de faire le moindre commentaire, car à peine ai-je fini ma phrase, qu'un bruit de moteur se fait entendre. Je crois d'abord à un avion, mais très rapidement nous voyons passer entre les arbres à une 50aine de mètres au-dessus de nous, le toit d'une fourgonnette. Cela amuse beaucoup mes amis qui rient de l'air stupéfait qui fige alors mon visage et du démenti immédiat qu'apporte ce bruyant moteur à ma déclaration sur la tranquillité du site. Il faut se rendre à l'évidence. Une toute nouvelle piste permet désormais de monter à la cabane où nous allons. Aucune carte bien sûr n'en porte encore la trace. Ainsi le magnifique vallon boisé que je pensais être un refuge pour les derniers ours, a-t-il perdu son caractère sauvage puisqu'il est désormais possible de le traverser en voiture. La détérioration du biotope que dénoncent les protecteurs de l'espèce est donc bien une réalité. Le puissant fauve des forêts sauvages, gardien du temple des Pyrénées éternelles, est-il bel et bien en train de disparaître en même temps que son royaume comme ils le prédisent avec de plus en plus d'insistance? Faut-il croire qu'il n'en reste plus qu'une dizaine comme l'affirment certains? Mon rêve d'ours va-t-il se transformer en cauchemar? Ma quête, c'est sûr, va d'emblée se trouver placée sous l'épée de Damoclès qui pend aussi au-dessus des derniers ours. Me voilà engagé dans une course contre la montre, et l'inexorable grignotage des derniers pans de montagnes sauvages par les routes. Route inhérente au progrès pour les uns, mais synonyme de l'anéantissement du paradis terrestre du dieu ours pour les autres. De plus en plus souvent, ce n'est d'ailleurs plus d'ours dont il est question dans la presse, mais de la précarité de sa situation. En 1990, c'est moins la naissance d'un ourson, pourtant la première annoncée depuis 6 années, qui fait la une des journaux, que les débats publics de plus en plus virulents autour des mesures à mettre en place pour sa survie. Pour les protecteurs de l'animal, qui le présentent comme le roi des forêts sauvages, la mise en réserve d'un territoire qui lui soit dédié, c'est-à-dire de forêts où tous les dérangements dus à la chasse ou à l'exploitation forestière sont interdits, est la seule solution. Pour d'autres, là n'est pas le problème. Pour preuve, la création du Parc national des Pyrénées occidentales en 1967 n'avait absolument pas profité à l'animal. À l'automne 1989, le ministre de l'Environnement, Brice Lalonde,
prend finalement un arrêté interdisant la chasse sur les secteurs les plus sensibles et restreignant la circulation sur les pistes forestières. Cette décision suscite un véritable soulèvement de la part des élus locaux et des chasseurs. Pour ma part, confiant dans l'avis des protecteurs de l'espèce, cette initiative est le dernier espoir des derniers ours. Mais surtout, je récupère dans la presse une mauvaise carte localisant approximativement les quelques forêts sanctuarisées bientôt appelées Zone Lalonde. Je possède enfin ma carte au trésor. Ayant cependant entamé de rudes études en maths, sup, je n'ai pas l'heure de profiter de ces renseignements, et c'est encore en spectateur que j'assiste au pénible épisode de l'ours familier qui démarre au printemps 1991. À partir du mois d'avril, un individu se laisse observer, mangeant dans une décharge ou à proximité de la route et des villages, ce qui est jugé immédiatement suspect par les montagnards. Le comportement familier de cet ours trahit, selon eux, le fait qu'il s'agisse d'un individu réintroduit. Car si l'ours pyrénéen est toujours présenté comme l'animal sauvage par excellence, c'est-à-dire celui qui vit au plus loin des hommes, alors un individu qui s'approche des routes et des habitations ne peut pas être un ours véritable. Durant 2 années, cet animal effronté ravive les polémiques autour de l'espèce. Même lorsque les analyses génétiques pratiquées sur des poils provenant de cet animal révèlent qu'il est bien de souche pyrénéenne, un doute subsiste au fond de moi. Durant les 2 années où cet individu se manifeste, je mène donc les rares prospections que je fais dans des secteurs éloignés de ceux qu'il fréquente, afin d'être sûr, si je dois trouver un indice, de pouvoir l'attribuer à un véritable ours pyrénéen. La précaution hélas sera vaine, car les premières randonnées que j'effectue en solitaire au cœur des sanctuaires de l'ours pyrénéen s'avèrent infructueuses. Je ramène un jour à la maison une crotte pleine de résidus de myrtille, mais un examen attentif révèle qu'il ne s'agit que d'un excrément de renard. Même déconvenu une autre fois avec des poils qui s'avèrent n'être que de la laine de brebis. À la fin de l'année 1992, dans le bilan annuel qui regroupe tous les articles et les notes de terrain relatifs à l'ours, je fais le triste constat suivant. Après la réussite au concours, je vis mon premier été de découverte et mes premières randonnées solitaires marquées par l'appréhension de l'inconnu, la hantise des serpents et surtout l'absence de l'ours qui m'empêchera de goûter sereinement la solitude des hautes terres. Seule la découverte d'un grillage servant à la détection des ours, vissé au tronc d'un arbre écorcé, m'a persuadé que j'avais au moins découvert un sentier fréquenté par l'animal. J'ai ainsi exploré quelques vallons du massif de Sesque et surtout l'ouest du Gave d'Aspe où la présence de l'ours semble de plus en plus faible puisqu'on y annonce 2 ou 3 ours et plus qu'une seule attaque l'an passé. Or, sachant que je n'ai aucun risque de tomber ici sur l'ours familier que la rumeur décrit comme un animal réintroduit, je préfère consacrer mes efforts à rechercher un ours vraiment pyrénéen, discret et furtif. Hélas, je n'ai pas trouvé le moindre indice mais au contraire constaté à 3 reprises, Ourbiette, Tinicoude et Coucourou, que le secteur est gangréné de pistes forestières. Arriverai-je trop tard ? Au début de l'année 1993, je suis encore plongé dans les livres de mathématiques, préparant l'agrégation à Bordeaux. Je n'enlève le nez que pour lire, au compte-gouttes, le carnet de terrain sur l'ours écrit par les gardes du Parc national des Pyrénées. Je ne m'autorise pas plus d'1 ou 2 récits par semaine pour faire durer le plaisir, car pour l'heure je dois en terminer avec les études, et comme souvent lorsque la tâche fut ardue, les derniers coups de collier sont les plus éprouvants et le carcan du joug de plus en plus intolérable. Tous les copains ont une vie étudiante. Pas moi qui suis entièrement et uniquement absorbé par les études auxquelles je consacre tout mon temps libre, tous mes week-ends et l'essentiel de mes vacances. Cette vie de sacrifice engendre une frustration grandissante dont se nourrit heureusement la motivation nécessaire à la quête de l'ours. Le succès qui finalement couronne mes longues et difficiles études me permet aussi de valider les maximes qui m'ont guidé et soutenu durant toutes ces années. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, et encore, rien ne sert d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Armé de ces certitudes d'invincibilité, j'entame conjointement en juillet 1993 ma nouvelle vie d'enseignant et de chercheur d'ours. Les premières balades de l'été sont l'occasion d'explorer quelques sentiers choisis sur la carte IGN selon les critères suivants. Traverser une zone lalonde, et ne pas être la voie d'accès à une cabane ou un lac. Sur le terrain, j'échoue parfois à trouver la sente, car l'abondance de la végétation camoufle souvent ces mauvais chemins. J'ai cependant la satisfaction, lorsque j'y parviens, de trouver les fameux grillages servant à recueillir les poils d'ours sur les arbres où se frottent les plantigrades. Certes, je n'ai encore jamais trouvé le moindre indice, mais je sais au moins que je suis sur la bonne voie. Fin juillet, 6 jours après les résultats du concours, plusieurs copains rencontrés lors de l'année de préparation de l'agrégation viennent fêter à Oloron notre réussite. Les agapes terminées, l'un d'eux, Marc, décide de m'accompagner en vallée d'Ossau pour une virée de 2 jours dont l'objectif avoué est d'atteindre un lac que je sais poissonneux. Je n'ai rien dit par contre du fait que le choix de la balade est en réalité motivé par mon envie d'explorer un petit vallon situé à l'écart des itinéraires touristiques, et dont le nom déjà cité par Merlet, fait aussi partie de la liste des zones lalondes. Ma quête de l'ours est une affaire personnelle, un sujet tabou dont mes proches ne peuvent connaître les détails sans perturber mon intimité. C'est pourquoi je randonne seul sur les sentiers à ours. Je fais exception aujourd'hui, car Marc, qui n'est pas de la région, n'est pas un témoin gênant. En ce début de matinée, lorsque nous garons la voiture au point de départ de notre itinéraire, nous sommes lourdement chargés et je redoute que notre petite aventure ne se termine prématurément sur un sentier évanescent qui nous abandonne en pleine forêt. Il fait cependant très beau, même si l'air humide et lourd qui nous fait transpirer abondamment gomme au loin les détails du paysage. Finalement, notre cheminement emprunte un bon sentier qui malheureusement ne correspond bientôt plus aux indications de la carte. Comme je le redoutais, nous voici bientôt perdus, marchant sur une sente embroussaillée qui part dans une mauvaise direction. À mon insu pourtant, je suis là où j'ai toujours voulu aller. Car dans le fond boueux du chemin sont inscrites les empreintes d'un ours. Il nous faudra un petit moment pour nous rendre à cette évidence. Les traces que nous examinons longuement sont en effet bien différentes des exemples trop parfaits présentés dans les livres d'identification. Comme dans mes plus beaux rêves, je pose enfin mes pas dans ceux de l'ours. Et pour la première fois, je jouis du délicieux envoûtement que provoque sa présence. Fébrile et euphorique, je guette derrière chaque arbre la silhouette de l'animal. Je l'imagine, marchant sur la sente, tapi derrière une souche ou déambulant en quête de nourriture. Ayant finalement trouvé la suite de notre itinéraire, nous parvenons au-dessus des bois, toujours sur la piste de l'ours qui a suivi le même cheminement. L'ascension harassante des pentes raides qui cernent le petit vallon nous conduit sur la crête à l'heure du déjeuner. L'éminence est modeste, mais nous n'aurions pas été plus heureux d'atteindre l'Everest. À l'ombre d'un bouquet de bouleaux, devant un paysage magnifié par l'omniprésence de l'ours, les sardines ont le goût du caviar et l'eau est un nectar. 2 heures de plus, mais nous en aurions fait 10 sans souffrir, nous conduisent au lac où nous attrapons plusieurs ombres chevaliers avant que le ciel ne s'obscurcisse au son d'un grondement de tonnerre. La montagne si resplendissante tout au long de la journée, se retrouve brutalement noyée dans la brume. Mais ce premier assaut du mauvais temps est suivi d'une rémission, le temps de griller sur un feu de genévrier les poissons attrapés dans l'après-midi. Nous sommes à l'abri très illusoire de l'attente lorsque l'orage s'abat sur nous avec violence. Je ferme enfin les yeux. Pour la première fois, les images qui suivent instantanément la fermeture des paupières sont celles d'empreintes griffues. Cette première confrontation avec l'ours pyrénéen comble donc mon imaginaire. Effectivement, nous l'avons bien trouvé comme il est écrit dans les livres, dans l'un des derniers recoins sauvages de ces montagnes, au cours d'une longue, belle et rude randonnée. La réalité confirme donc que l'ours est bien cet animal cantonné dans les secteurs les plus reculés. Comme tout ce qui s'acquiert difficilement, sa découverte génère en moi fierté et bonheur. À la fois couronnement d'une déjà longue quête et jalon de découvertes futures, cette première piste d'ours me permet d'entrer dans le cercle fermé de ceux qui ont partagé un instant d'intimité avec le Seigneur de nos montagnes. Un tel succès génère aussitôt un nouveau projet. Marc, que cette formidable aventure a tout autant marqué que moi, revient la mi-août. Celui que je considérais simplement comme un camarade d'études,
se révèle en réalité appartenir aussi à cette fameuse catégorie des passionnés de nature. Après quelques balades solitaires et infructueuses, nous voilà donc repartis pour une nouvelle exploration sur 3 jours cette fois. Et le scénario de notre première expédition commune se répète. Même montée fébrile sur un sentier perdu où l'ours est passé peu avant nous, abandonnant aux épines des ronces de nombreux poils, mêmes errances à travers broussailles et taillis en quête de notre itinéraire lorsque la puissante végétation estivale nous en fait perdre le fil, même nuit d'orage sous la tente, même joie de constater que tous ces récits qui me faisaient tant rêver ont désormais pris corps. L'ours est bien là, soudain omniprésent. Il approche durant la nuit et l'orage jusqu'à une vingtaine de mètres de notre tente, pour venir emporter une brebis morte et la dévorer un peu plus loin. Le dernier jour, nous trouvons notre première crotte. Autant nous avions douté devant nos premières empreintes, autant l'indice est ici incontestable. Le volumineux tas d'excréments tout frais ne ressemble à aucun autre. On y distingue parfaitement les restes d'un repas de myrtilles, pépins et feuilles comprises. La réussite inespérée de cette deuxième aventure fait définitivement entrer Marc dans ma quête. Je n'avais jusqu'alors jamais rien dit à personne de mon intérêt pour l'ours. Par pudeur, par crainte de n'avoir aucun écho ou au contraire des polémiques. Avec Marc, aucune crainte de paraître imposer un sujet qui s'était lui-même invité de la plus belle des façons. L'ours devint forcément notre point commun le plus évident, et l'origine d'une solide amitié. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, dit le proverbe à qui l'avenir donnera raison. Mais pour l'heure, je suis à nouveau éloigné des Pyrénées dès le mois de septembre pour cause de service militaire. À distance, le rêve reprend le dessus avec plus de force cependant maintenant que j'ai compris où chercher. Sur les cartes je repère les nombreux sentiers encore inconnus qui sont pour moi autant d'Eldorado, et prépare avec Marc les futures expéditions. Si l'ours pyrénéen est pour nous l'objet d'une palpitante quête naturaliste, il est aussi et surtout pour beaucoup encore et toujours une source de polémique. Après d'obscurs combats politiques, l'institution patrimoniale du Haut-Béarn, en abrégé IPHB, naît, fin janvier 1994, sous les auspices du nouveau ministre de l'Environnement Michel Barnier. Fille des zones Lalonde qui protégeaient les zones sensibles de l'espèce. La nouvelle stratégie consiste à privilégier le contrat, défini entre les acteurs de terrain, à la contrainte imposée par l'État. Le 18 février, à Pau, j'assiste à une conférence au cours de laquelle Sédan-Daletsch et consorts estiment que la charte qui régit l'IPHB, en prévoyant le percement de 8 pistes en zone très sensible pour l'ours, ne peut que compromettre davantage l'avenir de l'espèce. Une fois de plus, les pistes tueuses d'ours menacent mon bonheur. En dépit de ces sombres perspectives, je poursuis ma quête à chacune de mes permissions. Fin avril, je retourne avec Marc dans le vallon de notre première piste. La magie opère encore. Dans une montagne abondamment enneigée que nous prospectons en raquettes dormant dans les cabanes de bergers, nous retrouvons la piste d'un ours sur le même sentier que l'été dernier, qui monte ensuite droit dans les estives pour basculer dans le vallon voisin. Après quelques balades solitaires et sans succès, nous repartons ensemble début juillet pour une longue boucle entre Aspes et Ossau. Le soleil a pris ses quartiers d'été. Avec la perfection de ce qui est neuf, la montagne s'épanouit. Journée de plénitude pour les plantes et les animaux, et conditions idéales pour les pauvres bêtes frileuses et fragiles que nous sommes. Aussi baignons-nous avec avidité durant 4 jours dans l'allégresse estivale que nous procurent les plus beaux spectacles de la nature. Nous nous fourvoyons 2 fois dans des pentes trop raides en quête d'un sentier inexistant, mais y découvrons ravis nos premiers lits des Pyrénées. Au terme du 4e jour, seule la forêt refuse obstinément de se donner en spectacle conservant une austérité frustrante. Mais alors que la fatigue et la chaleur engourdissent nos esprits déjà rassasiés et tournés vers l'arrivée, nous tombons sur une parfaite et fascinante empreinte d'ours. Alors enfin, notre marche trouve son accomplissement et les lieux ombragés leur grandeur sauvage. La réussite de nos prospections communes contraste, hélas, avec mon quotidien de chercheur d'ours. Seul,
La randonnée se transforme souvent en errance désabusée au fur et à mesure que la journée avance sans la moindre découverte. Pour peu que le sentier espéré s'avère inexistant, ou que la brume détrempe la végétation et noie le paysage, et la belle aventure se mue en un pénible effort dont je sors fourbu, parfois trempé et toujours démoralisé par l'absence de l'ours. Nombreuses, très nombreuses, sont les randonnées vaines au terme desquelles les sombres pensées sur le sort désespéré des derniers ours pyrénéens prennent le pas sur la rêverie. Comment pourrait-il en être autrement, sachant qu'il ne reste plus que 5 survivants? Les derniers représentants de l'espèce sont bientôt individualisés, personnalisés même par un nom et une photo. Le plus connu d'entre eux est baptisé Papillon. C'est en 1988, dans un article de la revue Ça m'intéresse consacré à Jean-Jacques Camara, intitulé L'homme qui veut sauver les ours, que j'avais pour la première fois entendu parler de lui. Le journaliste écrivait « Il pèse au moins 120 kg et atteint la taille d'un homme lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière. On le reconnaît à sa fourrure noire, à son museau effilé et à ses yeux noisettes. En une journée, il peut parcourir 60 km. Il dévore au moins 5 brebis par an, sans compter les charognes de coqs sauvages, d'isards et de sangliers. Il doit avoir 20 ans, peut-être plus. Les bergers l'ont surnommé Papillon, car il est aussi malin et coriace qu'un forçat évadé. L'année suivante, dans un nouveau livre référence sur l'ours pyrénéen écrit par Jean-Jacques Camara et intitulé L'ours brun, un paragraphe était consacré à ce phénomène, dont l'empreinte, plus grande que toutes les autres, est même imprimée grandeur nature. Dès lors, les articles se multiplient tissant petit à petit l'épopée de cette légende vivante. Outre le grand ours, on dénombre aussi un autre mâle plus petit dénommé Chocolat, et une femelle appelée Cannelle. 2 autres ours, le mâle Camille et la femelle Claude, habitent l'ouest du Gave d'Aspe et son revers espagnol. Avec un effectif si faible, l'avenir de l'espèce semble bien compromis. Il en faut peu pourtant pour retrouver l'espoir, comme par exemple en ce 11 novembre 1994. Ce jour-là, pourtant, une météo maussade, humide et froide finit par me saper le moral déjà bien atteint par l'absence d'intérêt que semble présenter la petite crête que je prospecte aujourd'hui pour la première fois. Je n'y ai trouvé aucun des petits grillages qui balisent d'ordinaire les itinéraires fréquentés par l'ours. Comme parfois en de telles circonstances, je regrette bientôt d'être allé me balader au lieu de rester tranquillement au chaud et au sec dans mes pénates. Une grande tristesse monte en moi en constatant une fois de plus que l'ours n'est plus ici qu'un fantôme. L'époque des Merlet et Camara est bien révolue, me dis-je en bousculant avec une lassitude grandissante les branches dégoulinantes qui entravent ma progression et me trempent complètement. La crête s'achève et avec elle la vague sente que je suivais. Je fais encore quelques pas pour observer la pente qui plonge vers le Gave et là, tout au bout, aperçois une crotte. L'indice est magnifique, tout frais, et bouleverse subitement ma perception de l'environnement. L'ambiance sombre et froide n'est plus celle d'un tombeau, mais celle d'une cachette secrète. Le brouillard humide ne me glace plus le sang, mais crée un cocon protecteur. Un huis clos qui me relie à l'ours que j'épie derrière les pans de brume qui glissent dans la forêt. La désillusion qui m'assaillait s'émut soudain en intense jubilation. Balayant mes craintes sur l'avenir de l'espèce, la présence du fauve suffit à me redonner joie et espérance ainsi que le plaisir de pouvoir rêver encore. Mon retour au pays à l'automne 94 en tant qu'enseignant stagiaire à Pau me permet d'augmenter le rythme de mes prospections. Désormais, 2 à 3 fois par semaine, je poursuis ma découverte des vallées béarnaises. Cette disponibilité nouvelle me permet de vivre, en 1995, pour la première fois l'arrivée du printemps dans les vallées. Avec l'émerveillement du novice, j'observe, charmé, la montagne qui fait sa mue après le long hiver. Le 20 mai, nous montons en famille dans un vaste pâturage. Alors que les crêtes sont encore soulignées d'une frange neigeuse et que les combes mal exposées font le lit des névés, les renoncules des Pyrénées serrent en masse leurs délicates corolles blanches au-dessus des herbes jaunies. Plus bas encore, l'estive verdit et se colore d'une multitude de fleurs que l'altitude oblige à s'épanouir précipitamment mais en leur conférant des tons plus intenses qu'en plaine. Nous grimpons dans le cirque évasé, accompagnés par les lambeaux de brume arrachés à la mer de nuages par une brise fraîche qui replonge un instant la montagne en hiver, d'autant que nous parvenons au niveau des premiers névés. Providentielles plaques de neige où sont enfoncées au fond de trous lacérés par les longues griffes, les grosses empreintes d'un ours. En plus d'offrir tous les détails du pied et de la main,
La neige permet d'apprécier la puissante foulée du fauve qui dessine dans la montagne une sorte de rail caractéristique tant l'écartement des traces laissées par les pattes gauche et droite est important. Quel contraste entre la douceur du paysage et l'impression de brutale sauvagerie que fait naître la piste de l'ours. Que vient donc faire, si loin des bois, cet animal que l'on m'a toujours décrit comme reclus au fond des forêts les plus sauvages? Ce vallon dédié au pastoralisme, à proximité immédiate d'un des sites les plus touristiques de ces vallées, ne correspond absolument pas à son domaine de vie. Pour la première fois, un trouble s'insinue entre ma vision de l'ours, héritée de mes lectures, et ma petite expérience personnelle de terrain. Pour la première fois, les mots ours et sauvage ne vont pas de pair. 10 jours après, j'ai encore la joie de trouver une piste semblable au versant nord enneigé d'une crête acérée. Mais cette fois-ci, le col emprunté par l'ours sépare deux vallons escarpés que ne fréquentent ni le bétail ni les touristes. Perché au-dessus de ces somptueuses solitudes colorées par la floraison printanière, je goûte avec plus de sérénité ma découverte. L'ours est le diamant dans son écrin de montagne sauvage. Mais qui pourrait apprécier un diamant posé sur un vieux papier gras? Pas moi à cette époque. Et il me faudra encore beaucoup de temps et surtout d'expérience pour comprendre que si l'ours est un diamant, il choisit lui-même son écrin, fût-il parfois sordide aux yeux du profane. En ces temps où l'ours brille pour moi des mille feux du plus beau joyau de la faune pyrénéenne, il en est un qui étincelle encore plus que les autres, parce qu'il est le plus grand et le plus fort de tous, le survivant parmi les survivants, l'ours papillon. Naturellement, je n'échappe pas à la fascination pour cette célébrité locale, dont je redoute par-dessus tout qu'il ne disparaisse de vieillesse avant que je ne trouve sa gigantesque empreinte. Aussi la randonnée solitaire que j'effectue le 23 juin 1995 en vallée d'Aspe est-elle des plus belles, d'autant que tous les ingrédients de la geste de l'ours pyrénéen sont réunis ce jour-là. À commencer par le décor. Un vallon isolé nécessitant une longue marche dans une montagne noyée dans une épaisse brume. Je monte donc péniblement sur une mauvaise et raide sente dans la forêt détrempée, qui s'accroche au versant pentu. Aucune trace dans les bourbiers, où j'ai pourtant déjà fait quelques observations lors de randonnées précédentes. La désillusion suivant la pénible et vaine prospection en forêt me laisse sans force alors que j'atteins la lisière. Au-dessus des bois, la mer de nuages reflue, déchirée en lambeaux par les éperons rocheux qui émergent de l'irrégulière toison forestière. Depuis les bois qu'une tardive gelée a bruni jusqu'aux landes ternies par l'hiver, la montagne est tout entière délavée. Même le renard qui chasse à mi-pente apparaît plus jaunâtre que roux. Je m'assieds, désabusé de n'avoir rien trouvé. Au-dessus de moi s'étendent de vastes pâturages sans aucun intérêt pour ma quête de l'ours, si ce n'est le col tout là-haut où j'ai constaté ce printemps son passage dans la neige. Mais aujourd'hui, alors qu'elle a fondu, il n'y a raisonnablement rien à espérer. La tentation de terminer là mon ascension par la pause repas me fait hésiter à parcourir encore les 400 mètres de dénivelé. Rien ne sert d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, me serine ma conscience. Je monte donc. Lorsque le col s'offre enfin à ma vue, je constate qu'un petit névé est encore présent en contrebas. Des traces attirent mon attention, trop mauvaises cependant pour être identifiées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.